les pays de l'Est et au-delà. Je vais juste vous faire une parenthèse complètement perso à propos de pays de l'Est. Il se trouve pour les raisons diverses que un père qui a travaillé beaucoup en Russie et ce qui était à l'époque l'Union soviétique, et ce qu'il avait complètement frappé, c'était la présence des femmes dans des métiers traditionnellement complètement masculins. Je veux dire, les filles, elles conduisaient des grues, des camions et autres là-dessus. Et quand l'un de vos prédécesseurs, Samia, j'en ai discuté avec lui en voyant effectivement la présence forcément de vos structures dans les anciens pays du bloc soviétique et qui sont là maintenant, effectivement, il m'expliquait, mais oui, nous, on a là plus de femmes pour des raisons, encore une fois, d'historique culturel. Donc, il y a aussi ces questions-là qui seront à voir. Il y a les cultures, et la culture française, elle est en gros ce qu'elle est, mais il faut aussi regarder les autres ensemble. Et on a énormément besoin, effectivement, de ces questions d'indicateurs. Alors, je sais pas si dans la salle, Pierre, toi ou d'autres, sur les questions, encore une fois, d'indicateurs et de mesures de l'effort, parce que ça, c'est un truc. Alors, pardon, là, je vous révèle un peu des secrets qu'on a entre nous, un certain nombre. C'est que en France, par exemple, et c'est normal, alors c'est extrêmement compliqué de mesurer les efforts extrêmes. Parce que, et c'est aussi normal, la législation du travail empêche les efforts extrêmes, et donc ça n'est pas possible. Et donc, avec un certain nombre de vos homologues, on réfléchit sur, j'allais dire, des métiers qui, sur le fond, sont obligés de faire des efforts extrêmes. Donc, c'est soit les métiers de situation de crise, et donc, par exemple, un certain nombre de vos homologues ont travaillé avec des pompiers, et qui là, je veux dire, quand vous êtes face au feu, vous avez ça, il faut bien, et donc avoir des capteurs là, ça le permet. Et l'autre chose, c'est ce que vous expliquez tout au début, Baptista, ce sont les sportifs. Et un sportif, par essence, ça se défonce. Alors de temps en temps, globalement un peu trop. Et donc ça, c'est l'un des trucs qui est important. C'est à la fois de regarder notre secteur et en même temps, un peu plus largement, ce que serait vraiment. Alors lui, c'est les fameuses valeurs limites d'exposition là, qu'il faut surtout pas qu'on dépasse, mais en même temps il faut connaître pour pouvoir voir ce qu'en sont les effets là-dessus. Alors voilà, si vous voulez bien, on va aborder maintenant un peu notre interaction et avec vous et entre vous, parce que je sais que c'est très frustrant 1h15. On n'a jamais beaucoup 1h1h15, on n'a jamais beaucoup de temps pour dire les choses. Marie-Laure, sur tout ce que vous avez entendu, et puis aussi question pour vous, comme justement dans Catch dont vous êtes, si je peux me permettre, rentrée et sortie à quelques années, comment vous avez senti, j'allais dire, tous azimuts, à la fois la place le positionnement de votre master à l'intérieur de Catch. Deuxième truc, attends, je vais dire, les profils de vos étudiants et des étudiantes, et puis vous donniez le constat tout à l'heure en sortie que les écarts salariales et salariaux étaient toujours là. Voilà, un peu votre sentiment sur tout ce qu'on vient de se dire. Alors, le positionnement de mon master à l'intérieur de Catch, d'abord, c'est une spécialisation, la supply chain. On est dans le package gestion des opérations au sens large. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. On est le support, en fait, au business. On est les premiers de corvée, comme le disait Thomas. Mais moi, je suis très fière parce que Catch a décidé, il y a 5 ans, de remplacer le directeur historique qui était là depuis 30 ans, à l'ISLI, par une femme. Et c'est une vraie décision et un vrai positionnement parce que on n'est pas beaucoup de femmes directeurs de master à Catch. Donc ça, déjà, je trouve que c'est un signal très fort qui est envoyé par l'école à la profession. Voilà, on est un master historique et certes, je suis une ancienne diplômée, je connais le métier, je connais le terrain, mais voilà, ils ont choisi de positionner une femme, donc pour établir peut-être un petit peu les choses. C'était quoi la deuxième question, Anne-Marie ? L'autre question, c'est pour vous aussi, pour vos homologues, c'est même par exemple en ergonomie, les gens qui choisissent logistique, par exemple, supply chain, tous azimuts là-dessus, c'est l'évolution des profils et aussi peut-être aussi des demandes ou des attentes, oui, un peu plus qualitatives des étudiants. Alors, l'évolution des profils au sein de master, je pense que l'élargissement à la supply chain a aidé à féminiser le sourcing de mes étudiants. Historiquement, c'était sur des profils très ingénieurs,
très orientés optimisation industrielle. On est passé sur des profils avec une volonté d'avoir de l'impact. Cette nouvelle génération, elle va avoir de l'impact et elle veut avoir de l'impact sur tous les aspects de l'entreprise, mais surtout sur les aspects environnementaux. Et donc, moi, je sens effectivement une évolution dans les attentes des étudiants qui veulent aller sur des fonctions où on a un levier et on peut avoir de l'action pour effectivement avoir un impact environnemental et sociétal. Et je voudrais rassurer aussi le public dans mes jeunes étudiants. Pour eux, la supply chain n'est pas un métier genré. Donc c'est quand même bien parce que dans leur tête, ils comprennent même pas en fait qu'on pose le débat sur la table. Voilà. Donc ça, c'est positif. Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Néanmoins, je suis toujours pas à la parité dans mon sourcing, mais je pense que malheureusement, il faut aller chercher encore plus en amont dans la supply chain éducative, puisque de toute façon, on n'est pas dans la parité homme-femme sur la poursuite d'études supérieures. Moi, je vous rappelle que je gère un master. Donc, quand ils arrivent chez moi, ils ont déjà un bac plus 4 ou un bac plus 5. Et je finirai avec ça, Anne-Marie. Je pense que la décision qu'a pris France Supply Chain de lancer la communauté des femmes, ça va aider à rendre ce milieu plus attractif. On manque de rôle modèle. Moi, mes mentors, ça a toujours été des hommes. Dans mon expérience professionnelle, je n'ai jamais pu avoir en termes de mentoring une femme parce qu'en fait, j'étais souvent la seule femme autour de la table des discussions. J'ai été à des comités de direction où j'étais alors la plus jeune et en plus la seule femme. Bon, après, j'ai pas été du tout maltraitée, au contraire. J'en retiens que du positif. C'est vraiment le bon côté des choses. Mais voilà, avec la communauté des femmes, avec la mise en lumière des profils féminins dans ce métier, ça va aider, ça va drainer. Et le secteur a besoin des femmes. On manque de bras, on manque de ressources. Merci à vous. Thomas, alors oui, on essaye quand même à cette table de pratiquer la parité. Et donc, si je peux me permettre, c'est pas toujours le cas. Hier, c'était très très marrant pour vous dire. On avait un truc sur femmes et santé globale. Alors nous, on avait essayé d'être parité là, et dans la salle, je dois dire qu'on avait un mec comme otage. Le reste, c'était que des filles. Donc, pardon. En tout cas, merci messieurs d'être là et d'être là avec nous aussi. Et donc, je m'adresse à vous, monsieur et cher Philippe. Je rebondirais sur la méconnaissance des métiers parce que quand j'ai donné des cours à l'IAE en milieu industriel et logistique, j'avais en face de moi des étudiants, voire bac plus 5, qui n'avaient jamais vu une entreprise, une usine, et donc j'ai dû organiser. Alors, l'administration française, quand vous organisez une visite avec des étudiants, mais bon, fallait le faire. Et donc, depuis, ils le font. Les femmes viennent de plus en plus, et je te rejoins parce que ils ont la supply chain en tête. Donc, ça va de chez le fournisseur jusqu'au dernier kilomètre. Et donc, dans la supply chain, il n'y a pas que de la logistique pure, il y a des achats, il y a des appros, il y a du sourcing. Et donc, à ce moment-là, comme souvent les femmes sont meilleures que les hommes sur les langues, il faut le dire, et donc du coup, on a plus de candidates. Après, moi, ça fait, sans raconter ma vie, ça fait 26 ans que je suis à la distribution spécialisée. J'ai vu l'évolution de ce métier. J'ai vu l'évolution, avant, dans les entrepôts, ça sifflait, c'était graveleux, vous aviez des calendriers Pirelli ou autres, je vous passe les détails. Moi, j'ai vu l'évolution et il a fallu évoluer en même temps. C'est très difficile pour certaines personnes d'évoluer. Et sauf quand je suis arrivé chez But, moi, il y a 4 ans, il y a des salariés, j'ai dû leur expliquer qu'il y a des mots qu'on ne pouvait plus utiliser. Même des blagues qui sont anonymes au démarrage peuvent blesser. Et donc, face à ça, on a une nouvelle génération qui arrive, de jeunes qui sont motivés, quels que soient les métiers, ça peut être cariste, ça peut être chef d'équipe, responsable d'exploitation. Par contre, ils vont vite. Et le seul problème, c'est qu'ils veulent évoluer rapidement et on n'a pas forcément, nous, c'est pyramidal. Hein, donc, il y a un moment, à part tuer le chef, je vois pas comment ils peuvent faire. Et donc, notre rôle, c'est de les former et de accepter qu'ils s'en aillent pour évoluer vers d'autres entreprises. Mais moi, je suis content parce qu'au bout de 25 ans, j'ai enfin une adjointe responsable d'exploitation qui est brillantissime et mais qui vient des projets. Et donc, voilà, elle a choisi le côté obscur de la force de venir dans l'exploitation. Mais moi, tous les jours, je bénis de l'avoir recrutée parce que c'est un plaisir de travailler avec elle. Et responsable de projet, pareil, est une femme.
Et comme je dis vulgairement, c'est du jus de cerveau qui nous fait grandir, même moi à mon niveau, mais qui tire les autres vers le haut, quoi. Je suis assez d'accord et je peux. Ou tu peux, mais tu dois. Non, mais je suis assez d'accord et je trouve que les modes de management sont différents. Les façons de manager sont pas les mêmes. Peut-être, alors, je sais pas si ce sera un stéréotype, hein, mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les façons de manager sont différentes entre les hommes et les femmes. Une femme directrice de site ou directrice d'exploitation va pas manager ses équipes de la même façon, avec plus de créativité, plus, enfin voilà, une façon différente de proposer des choses, de renouveler les façons un peu standards de faire. Et puis avec effectivement au cœur de ce management le fait que des comportements sexistes sont plus possibles. Enfin voilà, il y a eu énormément de sujets qui ont été posés sur la table en se disant en fait ça c'est plus possible. On n'est pas encore au stade des formations, on en a fait quelques-unes, mais il faut que ça change effectivement sur certains comportements douteux au sein de l'entrepôt. Et je pense que les femmes le poussent ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez du coup. Et culturellement aussi, parce que comme je vous disais, on a des gens issus de l'immigration et il faut expliquer à un gars que c'est sa responsable et que quand elle lui dit bonjour, il ne tourne pas le dos, quoi. Donc ça fait partie aussi des valeurs à enseigner. Et qu'il faut serrer la main et que. Alors juste un petit commentaire, Salmia. Il a été démontré que le management, il n'est pas genré en fait, mais il est lié à la personnalité. Voilà, je vois dans la salle. En fait, c'est une des discussions que l'on a eues, notamment dans le dernier webinaire de la communauté des femmes, où je suis un petit peu gratte-poil et je leur demande si effectivement elles ont l'impression de manager différemment. Et les deux personnalités, rôle modèle, profil inspirant m'ont répondu. Donc Latifa et Laetitia m'ont répondu que en fait le management il est pas genré, c'est juste lié à la personnalité. Mais effectivement, par contre, il y a des choses qui ont été mises sur la table. Voilà. Mais une femme manage pas différemment. On a juste peut-être une approche et un angle d'attaque différent. Et heureusement. Et par contre, il faut pas non plus aller chercher l'extrême. Il faut vraiment de la mixité. Voilà. Il faut de la mixité, il faut de l'équilibre et il faut de la mixité. Plutôt genrer, plutôt genrer les indicateurs que les esprits comme ça dont ça peut donner des trucs zarbi, d'accord. Alors moi j'aimerais bien qu'on revienne et tu perds pas ton idée, mais c'était une question pour toi Samia. J'aimerais bien qu'on revienne à la question que vous avez tous les deux évoquée là, qui est la formation des opérateurs sur lesquels vous êtes opérateurs, opératrices. C'est marrant parce que juste par parenthèse, moi je suis grammairienne d'origine et donc initialement en français classique, le masculin avait cette grand avantage d'être neutre en même temps. Et donc, voilà, parce que c'est pas comme en allemand, il y avait deux trucs. Donc, on se posait pas ces questions métaphysiques. Mais bref, opérateur ou opératrice, quand vous êtes, vous, dans les formations, je veux dire, l'un comme l'autre, comment vous avez vu évoluer les choses? Comment vous faites ça? On voit bien, Thomas, l'accent que vous mettez sur la bienveillance, les impacts qui sont, je dirais, aussi bien pour l'ensemble du collectif, et notamment les hommes, que les femmes et autres. Ça vient à vous. On a mis en place un certain nombre de formations, notamment sur les risques psychosociaux autour d'un jeu. Et on aborde la question du harcèlement moral, la question du harcèlement sexuel. On aborde ces sujets-là en faisant des jeux de rôle, finalement, des mises en situation. On essaye de mettre au cœur de ces petits jeux des scénarios que l'on retrouve généralement régulièrement dans les entrepôts et qui vont générer des tensions et qui vont générer des problématiques, en fait. Donc c'est vrai que ces formations-là, elles sont assez riches et intéressantes parce que autour de la table, il y a et des femmes et des hommes et qui vont commencer à débattre entre eux en disant mais oui, ça nous arrive tout le temps en fait de recevoir la petite blague de Michel qui pour lui est une blague somme toute facile et simple, mais qui peut être perçue sur un moyen ou long terme assez péniblement par la femme. Un peu pénible, ouais. Alors, note pas pénible, Baptiste. Alors, ne faisant pas partie du monde de la logistique, j'aborderai pas les notions d'organisation, de management, ce genre de choses. J'en ai pas la légitimité. En tout cas, pour passer beaucoup de temps dans des entrepôts logistiques, dans l'accompagnement de nos clients, on se rend compte de l'évolution des métiers, on se rend compte de l'évolution technologique des métiers de la logistique, et on y contribue d'ailleurs par notre humble accompagnement. Et ce que l'on constate, c'est que
des métiers comme des préparateurs de commandes ou des caristes, aujourd'hui bénéficient de tout un tas de nouvelles technologies, et tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, Samia, mais que ce soit de la cobotique, des AGV, et ou de la réalité augmentée, ce genre de choses, c'est tout un tas de nouvelles technologies qui viennent alimenter des métiers qui sont vraiment perçus comme des métiers physiques, des métiers d'hommes, et qui permettent au final aujourd'hui de limiter les contraintes et de permettre à des femmes ou à n'importe qui d'ailleurs de pouvoir effectuer ces métiers dans les meilleures conditions en réduisant la pénibilité et en faisant en sorte qu'on protège la santé des salariés. Donc cette évolution va clairement dans le bon sens et la technologie y contribue, et c'est le mot que je voulais un petit peu apporter avec ma casquette New Tech. Merci Baptiste. Oui, vous n'hésitez pas, je saute souvent sur le micro, mais vous aussi, hein, questions, remarques et autres. Et puis le chat là-bas, s'il a des choses à dire, on l'appelle aussi. Oui, bon, l'un des trucs qui me frappe là-dessus sur ces interventions, sur ces formations. Ah, il y a quelqu'un qui veut me poser une question. Je vous pose là, attendez, le micro. AGV, qui n'est pas un AVC, hein, pardon. Non, les AGV, vous savez, c'est les robots en fait qui vont manipuler des colis ou des palettes d'un point A à un point B en automatique. Donc c'est des nouvelles technologies de cobotique qui vont justement bien s'intégrer dans le domaine de la logistique. Oui, juste quelques apartés. On est bien conscient, ça a été dit un petit peu, que tout ce qui est comme évolution vis-à-vis des femmes, ça bénéficie à tout le monde. On peut faire un parallèle avec les salariés handicapés. Au-delà de ça, on a de nouvelles technologies qui arrivent. On n'a pas trop entendu parler d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que cette évolution aussi peut être bénéfique pour la logistique et pour tous les salariés? Nos technologies sont basées sur l'intelligence artificielle, donc je vous dirais pas non. Mais oui, évidemment, la révolution que génère l'intelligence artificielle va amener tout un tas de cas d'usage qu'on n'imagine même pas encore à ce stade et qui vont révolutionner peut-être pas tous les métiers de la logistique, mais en tout cas un certain nombre, et qui vont encore amener des réductions de contraintes, voire même des transformations de métiers très opérationnels et très physiques vers des métiers plutôt intellectuels ou de maintenance. Donc la réponse, je dirais, serait oui. Maintenant, de quel ordre et comment ça va se matérialiser? Aujourd'hui, difficile de répondre. Mais en tout cas, je dirais que c'est un grand voyage qui nous attend à tous les niveaux, hein, dans les grandes entreprises comme dans les petites structures comme les nôtres, mais qui va vraiment révolutionner tous les secteurs d'activité, de l'industrie jusqu'à la logistique, et qui vont permettre de vraiment changer les choses. Alors, moi, excusez-moi. Si je peux me permettre de vous répondre, les choses sont pas au futur, elles sont globalement déjà maintenant sur un certain nombre de choses. Moi, une chose, encore une fois, qui m'a frappé avec l'un de vos prédécesseurs, et c'est très intéressant, donc on fera des choses là-dessus, c'est sur l'opérationnalité innovante, pardon du jargon, mais d'un tandem, en l'occurrence, qui est à la fois un tandem d'ergonomes et d'un ingénieur, là, en l'occurrence, c'était un ENSAM, mais il aurait pu être n'importe quoi, comme dirait l'autre, là-dessus. Sur ce qui était toute la pensée, la reconfiguration complète d'un entrepôt avec comme critère majeur conditions de travail et notamment femmes, sur lequel ils ont, le tandem, ils nous ont montré ça l'autre jour c'est dans nos réunions internes, on était complètement bluffés avec mon président, sur complètement reconfiguré, d'abord en 3D avec toutes les simulations pour que ça coûte pas trop cher globalement au final, d'un truc repensé sur l'organisation, physique, mécanique, robotique d'un entrepôt pour qu'il y ait le moins de tension, de gêne physique, le plus de confort possible pour tous opérateurs, alors pour le coup, globalement, quel que soit le genre. Donc, les choses évoluent, et je trouve dans vos secteurs, mais je veux dire qu'ils regardent ça depuis pas très 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 longtemps, de façon très forte. Pour être très concrètement parlant, il faut savoir que nos politiques que j'ai croisées dans le cadre de mes fonctions disaient, de toute façon, dans 5 ans, c'est l'intelligence artificielle et la robotisation. Alors, je leur donnais rendez-vous dans 5 ans parce que l'intelligence artificielle va nous aider sur des métiers, optimisation dans l'entrepôt et autres. Par contre, la robotisation globale, j'y crois absolument pas. Je suis bien placé pour savoir pour les produits que l'on a, parce que pour écumer les salons, il n'y a aucune entreprise qui
qui a travaillé sur notre genre de notre type de produit, que ça soit But ou d'autres. L'intelligence artificielle sur les approvisionnements, sur l'organisation, oui. Mais oubliez pas que derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'humain. Et c'est l'humain qui donne de la data. Et donc, s'il n'y a pas la connaissance des métiers, l'intelligence artificielle peut vous proposer un truc qui, sur le papier, vous semblera magnifique, mais dans la réalité, ne marchera pas. Donc, c'est ça qu'il faut pas oublier derrière. Et que c'est une aide à la décision, mais ça remplacera jamais l'humain, au final. Absolument, c'est facteur humain et humain en premier. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans leur reconfiguration là-dessus, c'est que c'était ça. C'est-à-dire qu'ils avaient en tête ce qu'est les schémas généraux. Schéma général en France, c'est quand même globalement pénurie de main-d'œuvre, enfin difficulté de recrutement de main-d'œuvre. Le fait que on a à la fois des gens qui vieillissent et donc une pénibilité qu'il faut absolument éviter. Donc c'était la reconfiguration de l'ensemble de l'activité, mais avec des gus, je veux dire, et des gusses, pardon, du féminin qui globalement sont là-dedans, et les choses bougent. Vous voyez, ce qui est frappant, et c'est vrai que c'est dommage que votre activité, peut-être logistique supply chain, soit moins connue et moins rayonnante, mais on est là aussi pour vous aider à le faire. C'est qu'elle est très très en avance sur beaucoup de domaines, sur plein de domaines, et en matière d'innovation, globalement c'est bon. Marie-Laure, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais juste dire que tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, l'innovation, est source d'attractivité auprès des jeunes. Mais est-ce que ça sera source d'attractivité auprès des jeunes femmes quand on sait la pénurie qu'on a dans les écoles d'ingénieurs des profils féminins? Voilà, ça va certainement faire évoluer les métiers. Effectivement, ça permettra d'avoir peut-être moins de pénibilité et donc d'être attractif au niveau opérationnel pour les femmes. Maintenant, pour tout ce qui est mise en place, mise en œuvre, on sait aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs ont énormément de mal à être attractifs auprès des jeunes filles. Voilà. Ça reste une ligne de fond et une question de fond. Alors voilà, question, remarque, intervention, monsieur. Oui, juste une précision. Moi, j'ai 20 ans de logistique, donc j'ai vu effectivement avancer toutes les technologies, et y compris l'arrivée des femmes. Et si on veut être optimiste, parce qu'il faut être optimiste, grosso modo, vous rentrez dans des entrepôts en tant qu'intérimaire, manutentionnaire, préparateur de commandes, et dans la mesure du possible, comme disait monsieur, il y a des possibilités d'évolution. Mais en règle générale, les femmes, lorsqu'il y a des possibilités d'évolution, évoluent plus rapidement que les hommes. Voilà. Et juste un trait d'humour, comme on a besoin de main-d'œuvre en logistique, moi je dis aux collègues qui sont déjà dans les entrepôts logistiques, reproduisez-vous entre vous. Moi, je dis la même chose à mes étudiants pour assurer mon sourcing dans 20 ans. Merci, monsieur. Merci. OK. Merci pour la présentation, et je vais suivre un peu le monsieur qui vient de finir tout de suite. Juste pour dire que les femmes dans la logistique, c'est assez important et c'est à encourager, parce que avec la science qui évolue, il y a, par exemple, dans les entrepôts, il y a beaucoup d'équipements qui les facilitent les travaux, et en général, les femmes sont, en matière de rangement, elles sont vraiment numéro 1. Donc, quand elles sont dans les entrepôts, ça va faciliter le rangement. Et comme la logistique est assez vaste, donc que ce soit dans les achats, dans les expéditions et tout, vraiment, elles peuvent apporter beaucoup de choses. Donc, on doit les encourager à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement. Merci à vous et merci d'adhérer à la question qui est tout à fait importante. D'autres questions, d'autres interventions? Moi, je voudrais en profiter avant de leur demander à chacun leur phrase de conclusion là-dessus pour vous dire, nous, ce que vont être nos prochaines étapes et nos prochaines étapes là-dessus, notamment sur des sujets à défricher. Alors, vous l'avez pas vu tout à l'heure, il est passé là 3 minutes, mais il y avait dans la salle quelqu'un qui s'appelle Jean-François Naton et qui est au CESE, donc au Conseil économique, social et environnemental France, en charge notamment des questions d'addiction et de questions de drogue. Et ça, c'est un point. On en discutait idem hier avec le directeur général de l'OIT sur ces questions-là. C'est un truc qui est en train de monter, pas seulement en France, partout mondialement. Et pas seulement dans le travail d'ailleurs, enfin c'est toutes les questions qu'on sait de façon tout à fait importante. Donc ça, je sais pas si vous avez des éléments d'ores et déjà, mais pour plus tard, en tout cas ça va être ça. On va organiser, j'allais dire un peu une réflexion là-dessus, parce que moi je me souviens il y a quelques années on avait monté, alors c'était pas dans vos métiers, c'était dans les métiers du bâtiment. Et là je me souviens, c'était marrant, d'une espèce de pugilat
quasi-pugilat absolument homérique dans une fac, c'était la fac de médecine de d'Amiens, globalement, pour vous dire les choses, où déjà on organisait ce type de truc. Et j'avais d'un côté, alors on avait quelqu'un qui était très bien, qui était la prof de médecine du travail et autres plutôt de type universitaire, et puis un certain nombre d'experts et qui disaient mais non, on ne peut pas forcer à faire des tests quotidiens ou pas à nos opérateurs. Et puis on avait, j'allais dire, le directeur HSE d'une structure qui était tout à fait importante et d'une structure de bâtiment, et qui disait mais écoutez, madame, moi je suis désolé, je suis pas d'accord, je ne peux pas mettre en risque sur des chantiers qui sont des chantiers importants tous les autres gus qui sont au 10e étage ou globalement pour ça, et là c'est nécessaire. Donc ça c'était déjà, c'est l'un des éléments qui est là-dessus, mais oui, on le voit et on le voit monter. Bon, donc si vous avez idée ou autre, on va préparer ça pour les prochains mois. Voilà, donc je me permets de vous le dire à vous, parce que comme oui, vous êtes un secteur très très sensible à ce qu'est les nouveaux enjeux, les nouveaux problèmes et autres, bah peut-être à regarder aussi. Alors là, on est en train de, et avant que je demande à mon président de faire la conclusion, peut-être une phrase de chacun sur cet enjeu, encore une fois, attractivité, enjeu de santé, demain, les enjeux de formation, de profil et d'intégration, ce que l'ANACT appelle joliment l'égalité intégrée, la mission de l'ANACT sur ces questions-là. Voilà. Quelle est votre phrase viatique, si on peut dire, Thomas? J'aurais une phrase facile en disant que la femme est l'avenir de l'homme, mais ça a déjà été dit. Non, c'est que les femmes ont leur place dans tous les métiers, en fonction après des différents métiers. Par contre, je suis pas un stacanoviste de la parité. Moi, j'embauche pas quelqu'un parce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est un homme et une femme, je l'embauche pour les compétences. Et si une femme a des compétences et que le poste est libre, j'irai bien volontiers. Les compétences et pas de quota systématique. Marie-Laure. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a encore du chemin sur le travail sur l'attractivité des métiers. Et encore une fois, j'étends le débat à la supply chain et pas que à la logistique. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. C'est vrai que France Supply Chain fait énormément de choses en travaillant sur la banalisation, la médiatisation. On a mis en place un lab jeune pour que les jeunes parlent aux jeunes avec le vocabulaire des jeunes. On a fait des BD. Moi, je suis arrivée à la supply chain par hasard, vraiment par hasard. Et ce qu'il faudrait, c'est que les jeunes n'arrivent pas à la supply chain par hasard, mais par choix, et les femmes encore plus. On en a une là-bas. Merci. Bernard, Baptiste, pardon. C'est pas mal non plus, Bernard. Juste peut-être une toute petite phrase très rapide pour moi, et ça va dans mon domaine, la technologie est votre ami. Parce que je pense que la technologie, que ce soit dans la partie capture de data pour bien comprendre, cibler les enjeux, ou même pour les enjeux technologiques par rapport aux femmes, les nouvelles technologies sont vraiment un plus pour pouvoir améliorer durablement les conditions de travail des salariés. Quoi, ce que disait monsieur tout à l'heure. Samia? Pour moi, il y a trois grandes actions possibles, donc il faut les garder en tête et de se dire, bah voilà, action sociale humaine envers les femmes, mais envers les hommes aussi, action technique, action organisationnelle. Et je pense que c'est sur les actions organisationnelles qu'il va falloir qu'on travaille encore davantage. Continuons les combats. Oui, c'est ça. Voilà. Jacques, notre président, et puis on va. Moi, je voudrais remercier chaleureusement tous nos intervenants parce que vous nous donnez des expériences, des témoignages, des pistes, et on est là tous pour trouver les chemins de l'innovation pour faire mieux, pour que les conditions de travail, les qualités de vie pour les femmes, et si c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour toute la collectivité dans laquelle elles font partie, puissent s'améliorer. Alors, on a des indices, on a des pistes, on a des intervenants engagés. Merci à vous d'avoir témoigné. Et merci à Anne-Marie d'avoir piloté notre débat. Et merci à vous tous. Je vous propose de les applaudir si vous voulez bien. Merci, un grand merci à vous. Et le mot de la fin, qu'on va reprendre tout à l'heure, c'est il n'y a pas d'amélioration qui ne soit pas data-driven, qui ne soit pas dirigée par les data. Et ça, eh ben on continue à 14h. Si vous voulez bien, c'est en salle D, data et pilotage de la prévention. À tout à l'heure, un grand merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous.